Bonjour, bonsoir et bienvenue au premier grand rendez-vous économique de l'année 2024. Comme à l'accoutumée, on reçoit ici le grand argentier de la nation. Ça fait déjà quelques années que nous avons M. Michel Patrick Boisvert qui est toujours disponible pour venir faire avec nous une analyse de la situation économique et financière de l'année écoulée et les perspectives pour la prochaine année. M. Boisvert, merci d'avoir maintenu cette tradition. Je vous présente mes meilleurs vœux en cette fin d'année et surtout une meilleure année économique et financière 2024. Merci Kessner, c'est toujours vraiment un plaisir pour nous d'être là pour répondre à un engagement que nous avons envers la population. Et ça consiste à un partage d'informations parce que vraiment nous sommes au premier chef responsables de tout ce qui est finances publiques, préparation du budget, comme vous savez, qui est un outil puissant et à travers lequel le gouvernement fait passer ces différentes politiques qu'il entend mettre en œuvre pour adresser les problèmes cuisants de la population. Donc, meilleurs vœux à toi aussi, et Kessner, meilleurs vœux et à tous les techniciens qui nous assistent pour la réalisation de cette émission, comme vous venez de rappeler, qui constitue pour nous un rituel, si on peut le dire ainsi. Donc, je commence par adresser, je dirais, des mots à l'endroit des déplacés internes et une bonne partie de la population qui essaie de fuir, je dirais, la violence des gangs et qui se retrouvent présentement dans des situations difficiles. Donc, nos premiers mots vont à l'endroit de ces gens et surtout pour leur dire que le gouvernement est en train de travailler, le gouvernement est en train de prendre des dispositions de manière à ce qu'ils soient entendus, compris et assistés. Merci. Merci bien, Monsieur le Ministre. Je crois que vous lancez, je vais être là, vous allez faire mise en contexte là, globalement pour nous, et ou bien dit, économie, nous-mêmes qui là-dedans, nous connaissons que n'a pas les chiffres, mais nous avons ressenti que vous parlez de déplacer là, les années se suivent et même se détériorent, on est capable de dire. L'économie a affiché ça. Il y a IHSI que nous connaissons qui sous bannière pour le ministère des Finances qui font un travail assez intéressant comme ça pour nous, État, économie pendant l'année. Donc nous allons prendre chiffres et analyser en quelque sorte. Sans le dire, je crois que c'est la situation de stagflation, parce que stagnation économique, la été fermé et c'est un balier, il en ballon même, tu es capable de dire, en bas de l'eau. Et l'inflation, tu es là, bien que il y a une amélioration faite. Mais d'abord, que nous commençons avec l'économie réelle, parce que très souvent, quand on pense que le ministère des Finances, c'est finance simplement, pas l'économie là-dedans. Donc, on commence avec l'économie réelle, là, après on a fini avec la finance là. Donc, le PIB qui est contracté de moins 1,9%, nous dépensons c'est de moins 1,7%, parce que moi, ouais, que il y a une modification que nous faisons dans la prévision, donc qui donne moins 1,9%. Donc nous retrouvons nos situations côté que pendant 5 dernières années, en moyenne, on a perdu 2% de richesse dans le pays, on a détruit richesse. Donc, qui sont dire ça? Jean Dylan et ANEA, dans le budget 22-23, nous établi sur une croissance vraiment molle, vraiment conservatrice de 0,3%. Mais au mois de septembre, on a dû revisiter cette prévision et là, déjà, on retablait sur moins 1,5%. Mais avec, comme vous venez d'en faire mention, avec les publications, les dernières publications de l'IHSI, on s'est rendu compte qu'on a une décroissance qui est bien plus importante que 1,5%. Donc, cette décroissance est de 1,9%. Donc, nous capables de dire, c'est le résultat de ce qu'on a eu pendant l'année qui vient de s'écouler, qui est en train de s'écouler, l'année 2022-2023, donc qui a continué dans le prolongement des crises socio-politiques que le pays a connues. Et puis ensuite, il y a la violence des gangs qui vraiment a pris des proportions, et je dirais, très alarmantes, donc qui fait que nos prévisions en termes de croissance n'ont pas pu être atteintes. Et à cela, il y a d'autres
éléments qui peuvent être évoqués. Et notamment, on peut dire, les premiers mois de l'exercice ont été, je dirais, pareils à ce qu'on a eu au cours de l'exercice 21-22. C'est dans la continuité de ces problèmes-là. Il y a eu les problèmes au niveau de la distribution des produits pétroliers, pour ne pas dire pénurie, tout simplement. Il y a eu la résurgence du choléra. Il y a eu le mouvement des déplacés internes. Donc, sans compter les exodes massifs auxquels nous sommes en train d'assister. C'est toute la force vive de la population qui est en train de partir à la recherche de vie meilleure. Donc, c'est autant d'éléments qu'on peut mettre en avant et qui expliquent cette situation de décroissance que l'économie a connue pendant ces 5 dernières années. L'économie, c'est un avion, il y a 2 moteurs pour le capable de prendre un vol. Investissement public et investissement privé. Le chiffre qu'on a là, est-ce que tous les moteurs sont calés? Est-ce qu'il y a des problèmes? Donc, nous sommes capables de dire pratiquement, si nous prenons investissement privé d'abord, nous sommes capables de dire non climat aussi délétère. C'est difficile de parler d'investissement privé parce que nous regardons presque tout ce qu'on a comme structure productive dans le pays. Le commerce est en train de fermer ses portes. Les industries n'arrivent plus à tenir. Il y a des destructions d'emplois au niveau de l'économie. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer qu'il n'y a vraiment pas lieu de parler d'investissement. Donc c'est pourquoi moi-même, je profite de l'occasion pour saluer vraiment le courage, la détermination de ceux-là qui ont choisi, en dépit de tout ce que je viens d'évoquer, de continuer à faire business dans le pays. Donc ça a été une année vraiment difficile pour les entrepreneurs. Comme vous le savez, pour sortir les marchandises, il y a des points de péage qui sont installés par les gangs. Les gens sont obligés de payer. Et s'ils ne veulent pas payer, ils n'ont d'autre choix que de fermer leurs portes. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'au niveau d'investissement privé, ça n'a pas marché pendant 22-23. Donc pour l'investissement public, il y a des mouvements positifs qu'on peut considérer. Quel problème que nous rencontrons l'investissement public? Dans l'investissement public, donc il y a eu cette mobilisation. J'ai eu à en faire mention dans mes précédentes interventions. Donc cette année, on a fait des efforts, je dirais, considérables, puisque l'enveloppe et investissement public dans le budget 22-23 représentait un peu plus de 26 milliards de gouttes. Donc 26 milliards de gouttes par rapport à 11 qu'on a eu en 21-22. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement a fait des efforts pour mobiliser les fonds. Mais là, par rapport à toute cette situation de violence presque quasi généralisée dans le pays, donc c'est difficile de mettre en place les différents programmes que le gouvernement comptait mettre en place pour adresser le problème de croissance. Je peux mentionner par exemple le PRIPS, et c'est le programme d'investissement qui devait intervenir dans le sud après le tremblement de terre du 14 août 2021. 2,5. Ça remonte de 21-22, 22-23. 22-23, oui. Et environ, pour le PRIPS, 2,5 milliards de gouttes. Donc, nous n'avons pas fait des questions? Non. Il y a eu... Et quel est le problème exactement? Eh bien, le problème, donc, il y a l'insécurité, il y a les agents publics qui partent en masse et les ministères sectoriels dépensiers au nom desquels cette mobilisation a été faite. Et ces ministères n'ont pas pu faire la mobilisation qu'il fallait pour que les investissements puissent atterrir. Il faut dire que nous aussi, ce qu'on a fait au ministère des Finances, et parce que là, on s'est rendu compte que de plus en plus, on est en train de questionner l'efficience des dépenses publiques, l'efficience des dépenses d'investissement. Donc, on s'est dit qu'il fallait dépenser, mais dépenser dans de bonnes conditions. Parce que là, c'est un engagement fort auquel le gouvernement a souscrit.
Donc, il y a eu des demandes. Donc, au niveau du ministère, document budget, son document d'intention, vous dites, mais ça a une intention faire, qu'on y a des acteurs qui sont supposés faire exécution. Nous rencontrons des problèmes dans le projet sur le terrain. Oui, il y a des problèmes. Il y a l'insécurité qui est à la base, il y a la déperdition, c'est-à-dire les gens qui laissent le pays, qui font que certains... Les ressources humaines, là. Voilà, les ressources humaines, et ils sont en manque dans presque tous les ministères. Donc, pour arriver à faire de la mobilisation, mettre en place tous les documents pour avoir au final le décaissement du ministère des Finances, ça n'a pas pu se mettre en place. Donc, sans vouloir vendre la mèche, je sais qu'au niveau du gouvernement, au niveau de la primature, il y a des mesures qui vont être prises de manière à ce que cette année, cela se passe différemment. Donc, mais n'empêche que, dans le même temps, on a pu décaisser 11,1 milliards de gouttes en termes de dépenses d'investissement, mais il y a... 11 des 26 prévus. Oui, on a pu décaisser 11, parce que là, il y a les programmes sociaux du gouvernement, supportés par le fonds que j'avais cité, le Food Shock Window, l'argent qui a été mis à disposition par le Fonds monétaire international. Haïti est l'un des premiers bénéficiaires. Haïti, oui, est l'un des premiers bénéficiaires de ce fonds, aux côtés des pays comme le Burkina Faso et le Soudan du Sud. Donc, on a pu bénéficier de cet argent. On a été le seul gouvernement à recevoir l'argent. Parce que pour les deux pays que je viens de citer, l'argent a été mobilisé au nom de ces pays, mais c'est des organismes internationaux comme le PAM, pour ne citer que celui-ci. Est-ce que l'argent est censé aller vers des secteurs productifs en Haïti? Non. J'ai voulu faire cette allusion quand tantôt je disais que j'étais en train d'expliquer qu'au niveau du ministère des Finances, il y a l'enveloppe qui est programmée, mais nous savons qu'une bonne part, pour ne pas dire la part du lion, revenait au ministère des Affaires sociales, en charge de la mise en œuvre des programmes sociaux du gouvernement. Donc là, il s'agit de dépenses comptabilisées dans le budget comme dépenses d'investissement, mais au niveau des comptes nationaux, de la comptabilité nationale, donc ça n'apparaît pas comme dépenses d'investissement. C'est pourquoi il y a lieu pour les différentes entités de l'État de s'harmoniser pour que l'on parle le même langage. Très bien. Quelques deux points soulignés là que m'a passé entrer avec là-dedans là, particulièrement système péage que vous mettez dans le pays à Kounia là. En économie, il y a toujours encouragé la compétition, la concurrence, mais malheureusement en politique, lorsque vous, même comme ministre, ou un concurrent, il pose des problèmes. Parce que taxation, imposition sont monopole les supposés. Tout comme le monopole de la violence. Ou même supposé qu'il y a un monopole ça à travers DGI, la douane qui est capable de taxe. Quand il y a une compétition, ça vient poser un problème. Nous allons regarder le impact qui va gagner sur le prix. Les coûts de transaction deviennent beaucoup plus élevés. Comment nous garder ça au sein du gouvernement? Bon, au sein du gouvernement, ce qu'on est en train de faire là, bon, c'est quelque chose qui viendra dans les perspectives, parce que le gouvernement a multiplié beaucoup de démarches auprès de nos partenaires internationaux. Parce que c'est un problème qui doit être adressé. Ça fait des temps qu'on vit avec ce problème et qu'on voudrait le résoudre une bonne fois pour toutes. C'est pourquoi il y a eu les interventions auprès de la communauté internationale pour voir dans quelle mesure une force et une mission pouvaient être mobilisées pour venir et aux côtés des Haïtiens appuyer les forces de l'ordre pour essayer de repousser ou d'éliminer la question de gangs qui sèment la violence un peu partout. Donc, pour revenir au point de péage, donc, comme vous venez de dire, les institutions de perception de l'État sont connues de tous, c'est la DGI et puis l'Administration générale des douanes. Vous venez de faire mention des coûts de transaction, donc on aura à le voir un peu plus tard. Donc, ça nous conduit à des taux d'inflation, et je dirais, qui dépassent l'entendement. Mais n'empêche qu'il y a des points positifs qu'on peut observer, parce qu'au niveau du gouvernement, il y a des dispositions qui sont prises, même avec ces coûts de transaction élevés, tout le monde peut se rendre compte qu'il y a une amélioration, comme vous avez eu à le mentionner, au niveau de l'inflation. Donc, on en est au 30 septembre à une inflation élevée, soit 31,8%, contre 30,5% qui était programmé dans le budget
21, dans le budget 22-23. Donc c'est pour vous dire qu'il y a ces points de péage qui posent des problèmes. Il n'y a pas que ça, parce que le problème de circulation des biens, circulation des personnes, donc dès qu'il y a entrave au niveau du territoire, donc la répercussion... Donc les chaînes d'approvisionnement sont bloquées, donc oui. poser un pile problème en quelque sorte. Et c'est ça que nous pouvons regarder là dans le secteur tant qu'agriculture, puisque dans le PIBA, nous avons regardé les différentes composantes. L'agriculture a 2 années consécutives, en moyenne, moins 5,1%. Et nous connaissons très bien ça, l'agriculture représentée pour un pays tant qu'Haïti, manger à plus de 50% budget familial. Donc lorsque contraction ça a fait, on a produit moins, devine réellement toute insécurité alimentaire là. Donc comment on analyse partie ça? D'abord nous avons un problème désastre naturel qui est un problème, qu'on y a chaîne d'approvisionnement. Donc c'est un secteur vraiment très touché. Oui, c'est un secteur très, très touché. Donc l'agriculture, bon, si pour parler large, le secteur primaire, grosso modo, ça fait environ 17% de notre PIB. Ça fait moins de 20% du PIB. Oui, oui. Il faut que les gens qui nous là connaissent que l'agriculture est un poids lourd dans l'économie haïtienne. C'est plus le cas là maintenant, c'est le secteur tertiaire qui tire le produit intérieur brut. Donc avec 17%, et puis on a l'agriculture, la composante principale, donc qui bat de l'aile. Parce que là, ça devient quelque chose, je dirais, qui est chronique, parce qu'on n'arrive pas à produire pour faire augmenter l'offre de biens dans le pays. Donc l'agriculture, il y a les campagnes agricoles qui ne peuvent pas être implémentées. Donc ça, c'est valable. Et pour le financement du trésor public, à l'endroit du ministère de l'Agriculture, et pour les projets qui sont financés par les bailleurs aussi. Donc, il y a la question des infrastructures qui est posée. Les infrastructures sont dégradées. Vous avez fait mention des impacts des changements climatiques. Donc, on a eu à vivre de longues périodes de sécheresse. Dans la grandeur, dans le sud. Inhabituelles. Yep. Et il y a, des fois, c'est suivi de périodes de grandes précipitations aussi. Tout ça, c'est les impacts du changement climatique. Donc, sans compter les problèmes conjoncturels, il y a les problèmes de gangs qui occupent beaucoup d'espace. Particulièrement l'Artibonite. Il y a l'Artibonite, oui, notre grenier, l'Artibonite, donc n'arrive pas à être mise en production, c'est-à-dire les terres au niveau de l'Artibonite. Donc, quand on prend le poids de tout ça, les gangs, les problèmes fonciers, la dégradation des infrastructures, la disponibilité des intrants, je fais allusion aux semences, aux engrais. Et puis, il y a un élément, il y a un aspect, je dirais, structurel, parce que là, on assiste depuis quelque temps à une déperdition au niveau des familles qui, dans le temps, étaient réputées des familles à être tributaires de l'agriculture. Donc ces gens-là laissent les champs pour venir dans les villes, et le phénomène nouveau, que je dirais qui est conjoncturel, c'est le départ massif. Donc on voit, d'un côté, il y a, je dirais, les universitaires, les cadres, tant du privé que du public qui laissent le pays, mais il y en a aussi ceux-là qui sont moins pourvus en termes, je dirais, d'éducation, de formation, mais dont les bras sont requis ailleurs. Donc, nous, en pile, on allait Nicaragua, passer par Nicaragua pour aller aux États-Unis, et le Canada, nous, en pile, monde qui allaient, des gens qui, malheureusement, c'est des gens qui passaient déjà plus de 17 ans de formation en Haïti, qui allaient vers le Canada, vers les États-Unis, avec le programme Biden, j'en nous dis là. Donc, tous ces éléments contribuent à affaiblir, je dirais, l'agriculture. Donc, là, il y a des efforts qui doivent être faits au niveau du PRIPS, dont j'ai parlé tantôt. Il y a un montant qui, normalement, devait servir pour financer la construction d'infrastructures agricoles dans les régions qui ont été touchées par le tremblement de terre du 14 août 2021. Donc, on n'a pas pu mettre tout ça en place. Et puis, il y a, je dirais, d'autres éléments
comme là, les importations qu'on n'arrive pas vraiment à contrôler. Donc tout ça, c'est au détriment, je dirais, du secteur agricole. Donc, et ce problème-là doit être adressé urgemment et au niveau du gouvernement, il y a des dispositions qui vont être prises de manière à ce que lorsque le calme reviendra, pour que de meilleures conditions puissent être créées pour un nouveau départ au niveau du ministère de l'Agriculture. En fait, pour nous mettre fin à la première partie, on a quelques chiffres qui expriment ce qu'on dit là de manière littéraire. La production du riz a baissé de 17,2%, maïs a baissé de 14,5%, petit miel a baissé de 5,8%, haricots de 3,8%. Donc même si nous avons prendre l'argent qu'il y a dans nous, l'affaire de food shop window ou encore l'autre acteur, tant que big cap et l'argent dans ça, donc nous, le secteur agricole là, victime de désastres naturels, changement climatique et victime de chaîne d'approvisionnement pour déplacer les produits. Donc tout ça, si ça ne produit, on n'est pas capable de déplacer. Nous propose, nous tournons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Donc nous avons pile parole pour nous parler avec le ministre, nous parler de PIB, nous avons regardé tout le secteur, secteur primaire, tout analysé, nous avons regardé le secteur secondaire là, et bien sûr le secteur tertiaire là. Ensuite, nous avons regardé les finances publiques. Décidé le premier grand rendez-vous économique de l'année 2024, comme d'habitude, le ministre de l'économie et des finances, le grand architecte de la nation, il nous fait le grand plaisir de venir ici pour rendre des comptes à la nation de ce qui s'est passé pendant l'année et nous garder tout ça qui passe dans l'économie, des informations qui sont importantes pour nous prendre des décisions également. Préférez une information parce que ce n'est pas du tout parce que ça peut vous coûter extrêmement cher. Le ministre de garder le secteur agricole là, malgré que gain quelques supports nous sommes capables de joindre, le secteur agricole là, pour toutes les raisons de société là, que la crise politique, insécurité, empêcher que nous sommes capables de bénéficier de lui. Je vais parler du riz qui intéresse Mounio. On prend qu'on y a un deuxième secteur qui a représenté les industries manufacturières, qui est important parce que lui-même il porte comme devise pour nous-mêmes. Anissa, elle n'a pas de bon tout, ça passe dans la manufacture. Nous pas du contrat, ça passe. Bon, au fait, on connaît son secteur qui lui-même évolué. Bon, si nous prenons ça qui est important là-dedans, nous parlons de textile. Et puis avec les tanneries qui gagnent l'industrie du cuir. Donc là, nous allons parler de secteur très sensible. Parce que les gens qui placent les commandes auprès des entreprises qui évoluent en Haïti, ils sont très attentifs. Parce que là, dès qu'il y a un retard dans la livraison d'une commande, c'est toute la chaîne qui est perturbée. Donc si ça arrive une fois, et puis il y a moyen pour dire que ça va être corrigé dans 2 mois, dans 3 mois, donc là, on est capable de joindre et clients qui étaient là pour nous. Mais quand ça devient chronique, ou pas mettre un temps pour dire qui le commande là la privée exécutée. Donc des fois c'est des problèmes de pénurie de carburant. C'est les mouvements, bon Dieu merci qu'on n'en a pas trop eu cette année, c'est des mouvements de violence dans les rues qui perturbent les activités économiques. Donc, secteur ça, il vient trouver un secteur qui plus est touché. Donc, c'est pourquoi tantôt j'ai parlé de perte d'emploi au niveau de ce secteur, donc qui fait qu'on a eu des exportations vraiment en chute pendant l'année 2023. Il paraît que la valeur d'exportation qui est inférieure à $1 milliard américains. Oui. Donc, les exportations ont diminué ainsi que les importations. Les importations ont diminué, pas dans les mêmes proportions. Donc, on a continué à faire des importations pendant l'année, mais on a constaté dans les statistiques qu'il y a vraiment une baisse. Mais là, il faut bien noter que j'ai précisé qu'il s'agit de chute dans les exportations. Donc là, c'est vraiment une situation qui doit être remédiée, mais nous avons compris aussi, sans la stabilité politique, sans un retour, je dirais, et à la sécurité, ça va être difficile pour tous les secteurs et particulièrement pour le secteur et pour le secteur textile que nous venons de mentionner. Maintenant, chiffre ça, il faut regarder autour, parce qu'en plusieurs fois, on parlait de reprise. Il faut regarder les reprises là, à partir de chiffres actuels. Et plus de 40% textile là, on nécessite pour nous faire une diversification dans l'industrie. Parce que le textile là, nous connaissons que il n'y a pas pour une valeur ajoutée assez importante. Donc, les produits pharmaceutiques, microprocesseurs, chips. Donc, on croit que la reconstruction pays,
Ce n'est pas seulement l'État pour bailler bagaille, mais le secteur privé a supposé ouais ça qui a passé dans tout déplacement de l'Asie qui a venu pas ici. D'ailleurs, j'utilise le terme de Janet Yellen qui parlait de friendly shoring, à savoir bon produit qui était fait en Asie qui a venu pas ici. Et le Mexique en profite également. Parce que là, il y a un problème, c'est pour garder l'opportunité pour venir. Donc, un pays comme Haïti, nous avons intérêt pour nous positionner nous et dans le contexte qu'on a mentionné, pour, étant donné notre proximité par rapport à notre premier partenaire commercial, qui c'est les États-Unis, donc de manière à ce que nous tirions profit de ça nous relève des investissements qui sont en train d'être déplacés de l'Asie pour se rapprocher beaucoup plus des États-Unis. Donc on a intérêt, mais comme je vous dis, il faut un retour, je dirais, à la sécurité et puis de la stabilité politique, parce que pour nous, c'est des conditions sine qua non pour cette reprise-là, qui jusque-là, nous caressons, mais qui tarde à être perceptible, qui tarde à être effective au niveau de notre économie. Nous avons fait nos perspectives également pour l'élection qui va faire dans le pays, donc pour que les partis politiques connaissent, voilà, les grands programmes et projets mondiaux, géopolitiquement, pour être capable de réfléchir sur ça. Maintenant, pour nous faire ça tout, on a des services de base qui ne pas passer même moins 9,3% de contraction. Pour nous faire microprocesseurs, pour nous faire chips, électricité à fond de gain. On nous EDH 2 années consécutives, près de 20% et de 15% de contraction. Compagnie ça comment? Bon, EDH, nous sommes capables de dire, c'est toujours un plaisir pour me faire un point sous lui, parce que c'est une entité de l'État qui recevra beaucoup plus de subventions du Trésor public. Donc, où elle, pour EDH fonctionner, donc l'État est obligé de faire des débouts. Dans le temps, les débouts servaient à couvrir uniquement les dépenses pour la fourniture d'énergie, les dépenses sur les contrats passés avec des fournisseurs d'énergie. Donc là, nous parlons surtout, dans le dernier moment, de e-Power, qui fournit à l'électricité environ 30 MW d'électricité par mois, d'énergie par mois. Donc, l'autre volet, c'est les salaires. Au moment où nous parlons, EDH n'est pas en mesure de s'acquitter du paiement de salaire de ses employés. Donc là encore, l'État est obligé de sortir de sa bourse de l'argent pour payer les fonctionnaires de EDH. Donc, et de moins en moins, les gens reçoivent les bordereaux, les factures pour l'électricité retenue. On sait qu'il n'y a pas une fréquence déterminée pour fournir l'électricité, pour rendre disponible l'électricité, mais même l'électricité qui est fournie n'est pas facturée par l'EDH. Donc c'est pour vous dire que la situation elle est grave et quand nous connaissons ce que la disponibilité de l'énergie, du courant électrique peut représenter dans le développement d'un pays, donc vraiment on est très très loin du compte. Donc, définitivement l'électricité c'est une réflexion à faire, mais toujours encore l'approche. Si pour une élection, pour un nouveau gouvernement, pour un monde qui est sous pouvoir, nous on dit là, c'est un côté formal, finance publique là, ça c'est parti électricité. Côté de l'eau, on va pas voir comme le dîner, pas ça, on voit comme la manifestation et une capacité pour blocage en quelque sorte. Mais là, on a regardé tout, la production thermique. Est-ce que pas supposer une réflexion stratégique qui peut être faite aujourd'hui sur cette compagnie? Parce que les énergies renouvelables, tout ça gagne là. Si pour aujourd'hui, thermique, là, nous pouvons utiliser le pétrole qu'on a parlé tout à l'heure. Donc, il faut pour deux côtés, non seulement pour payer pour employer qui ne pas toucher, mais ou même tout, l'obligé d'importer beaucoup plus de pétrole pour mettre dans une compagnie qui ne peut pas raboter nous. Donc, là, font une subvention de près de 8 milliards de gouttes. Ouais, combien comme nous mettre dans l'agriculture, besoin d'infrastructure, combien comme nous mettre dans l'éducation et la santé. Ça doit être un sujet vraiment stratégique pour ce pays. Donc, j'en mentionnais, donc, les gens qui ont intention de briguer, je dirais, les postes les plus importants du pays. Donc, ça vraiment, c'est un sujet de réflexion. Nous-mêmes, étant donné qu'on est là quand on fait les subventions, il faut suivre les entités. Donc, bien nous connaître, c'est une entité qui relève du ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Mais nous, pour être le financier, donc on est obligé de suivre. Donc, c'est pourquoi, à chaque occasion,
nous invitons nos compatriotes à des réflexions sur comment aborder cette question, parce que c'est indispensable pour nous d'avoir une compagnie qui puisse rendre l'énergie, qui puisse rendre le courant électrique disponible. Parce que là, quand chacun fait tourner son moteur chez lui, les coûts, c'est énorme. Donc, c'est pourquoi ça ne peut qu'éroder la compétitivité des gens qui produisent en Haïti. Donc ça, c'est vraiment un sujet important, un sujet qui doit être débattu afin qu'on puisse trouver ensemble des politiques adaptées. Secteur construction, moins 6,9% de contraction. Nous parlons de bâtiments, travaux publics et bon déplacement qu'a fait, nous connaissons une série de quartiers de classe moyenne qui étaient installés pour dire qu'on y a obligé de jeter, qui parlent d'un impact. Ça, ce n'est pas sujet pour. On a discuté avec le ministre et le gouverneur Banque centrale là. Lorsque il n'y a pas qu'à repayer, ça c'est le secteur financier, il n'y a pas obligé de moratoire. Le secteur de la construction est encore un secteur vital pour une économie. Si vous prenez le secteur construction, il y a directement en lien avec ce qui se passe au niveau du secteur primaire, c'est-à-dire l'extraction des minerais. Un lien étroit. Si nous prenons par exemple, si nous prenons la zone métropolitaine, les mines, les carrières, les mines de sable, du côté de la boule, donc pas d'exploitation qui est faite. Et puis, qu'on y a avec ce climat d'insécurité, est-ce que les gens vont maintenant là envisager à faire des constructions? C'est du tout pas évident. Donc, il est clair que c'est un secteur qui aussi, le secteur de la construction bat de l'aile. Donc, c'est vraiment difficile parce que là, maintenant, les gens sont en train de fuir, de laisser le pays. Les gens sont obligés d'abandonner ce qu'ils avaient pu réaliser pendant des fois plus de 20 ans et de dur labeur, donc pour les laisser au mains des gangs. Et pas plus tard que hier, j'étais avec un collègue et puis qui me dit combien de temps il a mis pour construire sa maison. Et puis un beau matin, il a dû partir sans pouvoir rien prendre de cette maison. Donc c'est pour vous dire, c'est une situation difficile. Donc il faut vraiment qu'il y ait cette mission qui puisse nous aider à rétablir l'ordre dans ce pays afin que les secteurs puissent recommencer à fonctionner. Secteur tertiaire, là, nous connaissons que c'est le plus lourd de l'économie, avec faiblesse du tout, parfois valeur ajoutée à part extraordinaire, commerce de gros détail, également, moins 8,3%, moins 7,5% pendant les 2 derniers exercices fiscaux. Donc, nous, pour que ça, que le PIB a plongé, parce que voilà les secteurs qui expliquent tout ça. Donc, pour le secteur tertiaire, nous connaissons, nous prenons le commerce, donc il y a un pile de monde qui est obligé de mettre clé en bas porte là. Le commerce, pour qui ça, on parlait de moratoire, des fois, c'est des gens qui font le commerce, mais c'est sur la base de ressources qui ont été mises à leur disposition par le secteur bancaire. Donc, ces gens-là, la conjoncture fait qu'ils ne peuvent plus répondre à leurs engagements envers le secteur bancaire. Donc, ça met en péril l'ensemble du secteur tertiaire. Parce que là, il faut dire que le secteur tertiaire, c'est environ 58% du produit intérieur brut. Donc là, nous pensons que c'est de là que la croissance que nous recherchons doit venir en premier. Donc c'est un secteur qui peut rebondir très très rapidement si vraiment l'on s'y met au niveau du gouvernement. Parce que là, si vraiment on commence à penser sur la réhabilitation des axes routiers une fois que la sécurité aura été rétablie, donc ça ne pourra être que profitable pour ce secteur. Ces secteurs, nous connaissons qu'il y a hôtel, qu'il y a un restaurant. Donc, nous, l'envie, il est là. La diaspora n'attend que ce retour au calme pour recommencer à revenir en Haïti. Donc, nous pensons que le secteur tertiaire-là, c'est vraiment le secteur par lequel cette croissance espérée devrait être matérialisée le plus rapidement. Et le modèle est là. La République dominicaine qui se mène ça a célébré 10 millions de touristes qui entrent à la Cali avant même que l'année a fini. C'est un objectif depuis sous Medina, l'ancien président, que tu as gagné pour atteindre le niveau de 10 millions de touristes. Donc, ouais, qui man. Et estimé ça représente près de 43% de la croissance économique dans la République dominicaine. Donc, c'est pour ça que je dis là, pour nous comprendre, voilà la manne. Et d'ailleurs, les Dominicains sont venus ici pour apprendre comment pour faire tourisme. Et voilà la situation aujourd'hui. Tout ça le bail dans le développement en quelque sorte. Communication. Nous avons rescapé là, qui est vraiment
peut-être pas en bas de l'eau, sinon nous avons une contraction beaucoup plus forte. Le secteur communication, depuis de tout problème, fait quand même plus de 2,1%. Oui, donc en dépit de tout problème, il arrive au même qu'on ait une croissance. Mais là, il faut que nous regardions, là, on a parlé de secteur côté, ou pas capable de passer de lui. Si nous prenons les entités ou les entreprises qui évoluent, surtout au niveau de la communication, n'après, et entreprises, ça y est, même leur gain de difficulté de tous côtés, ils même continuent avec l'activité. Si je peux vous citer un exemple, Natcom, Digicel, mais pour les transactions, pour les opérations que nous faisons de plus en plus dans le cadre des programmes sociaux du gouvernement, c'est des cash transferts. Donc, vous utilisez plateforme? Eh bien oui. OK. Oui. Donc là, question de transparence pour faciliter la reddition de comptes. Donc là, maintenant, ce sont ces canaux qui sont utilisés. Donc, pour pouvoir bénéficier de cash, là, nous parlons de populations vulnérables. Les gens sont obligés d'avoir un téléphone. Donc, vous avez un téléphone, vous recevez l'argent directement? Oui, directement. Donc, l'économie numérique a travaillé sur ça? Oui. Donc, il y a des avancées notables de ce point de vue. Donc, ce n'est pas mauvais quand même parce que lorsque nous avons ça, quand nous avons dans le secteur activité financière et assurance, c'est le secteur qui a affiché la meilleure performance, plus 4,6%. Donc, les banques quand même avaient résisté, ainsi que les assurances. Oui. Donc, nous sommes capables de dire, et là, si l'on prend un secteur, bon, si l'on revient toujours au secteur tertiaire, nous allons regarder pour nous, c'est les services, nous prenons l'intermédiation financière. Donc, pratiquement, c'est un élément qui lui-même continue à afficher un taux de croissance en dépit de tout ce qu'il y a dans l'économie. Donc, les assurances doivent continuer à fonctionner parce que nous connaissons nous-mêmes nous exposés aux catastrophes naturelles. Donc, les gens sont obligés de continuer normalement à utiliser les services des compagnies d'assurance. Et pour les banques, même quand il y a moratoire, donc étant donné qu'il y a les banques de plus en plus et utilisent d'autres éléments aux côtés, et je dirais, de la vocation première qui était faire le commerce de l'argent. Donc, il y a plein de services qui sont fournis par les banques. Donc, c'est pourquoi ils continuent. Alors, les banques, le secteur continue à être un secteur qui accuse, en dépit de tout, un taux de croissance. Mon nous parfois un petit peu sensible. Comment les banques fait l'argent dans la période ça, j'en paye hier. Mais si les banques là tout, c'est une situation négative, vous avez obligé de faire mal à la. Oui, parce qu'au fait, on n'a pas toute la solidité qu'il faut pour adresser le problème du secteur bancaire. Donc, ce n'est pas, je dirais, qu'on est en train de fuir ses responsabilités. Il faut que les gens le sachent. Donc, au niveau du gouvernement, on fait des efforts pour qu'il y ait cette stabilité au niveau du système financier, au niveau du système bancaire. Donc, c'est pourquoi nous autres, nous sommes en train de nous retirer graduellement, je dirais, du financement monétaire. C'est pour laisser beaucoup plus de marge à la Banque centrale, de manière à ce que, en exerçant sa mission de gestionnaire de politique monétaire de l'État, la banque puisse disposer vraiment en toute latitude des instruments mis à sa disposition pour réguler l'économie, à commencer par le secteur bancaire. Ça nous permet de faire la transition, puisque vous parlez de monétaire là, donc concentré dans la pile fiscale là, on regarde les finances publiques du pays, et nous avons dépassé la barre de 300 milliards de gouttes au niveau du budget, on a rapproché de 200 milliards de gouttes d'entrée de recettes domestiques, et l'assistance internationale là, c'est diminué comme ça par rapport à l'argent qu'on rentre. Mais le financement est un petit peu changé parce que le financement externe et le financement interne. On regarde des éléments ça là. Comment que on prend les ressources d'abord, 320 milliards qu'on suppose entrer, on regarde les trois composantes ça. Comment le budget nous fait année ça pour nous être capable d'arriver à augmenter le budget? Bon, budget nous année ça, c'est un budget qui vient en cours l'autre dans des contextes particuliers. Mais si nous partons de ça nous avons fait l'année dernière en termes de résultats,
Et l'année dernière, nous avons gagné un budget qui était autour de 267 milliards de gouttes. Mais là, fois ça, je vais faire mention, nous avons un peu plus de 320 milliards de gouttes. Donc, ça qui supporte c'est les recettes au niveau des organismes de perception. Donc, on a vu, la douane a affiché, je dirais, une performance et jusque-là non observée. Donc, la douane a dépassé ses prévisions de 5%. Donc, pour l'exercice fiscal 22-23. 22-23, ce qui est pour nous très, très important. Donc, on a eu un taux de croissance des recettes de l'ordre de 49%. Je dis ça, c'est 22-23 par rapport à 21-22. Mais là, nous projetons d'avoir une croissance des recettes de l'ordre de 56% pour cette année. 23-24. Oui, 23-24. Donc, et là, nous fondons notre analyse sur les bons résultats affichés par la douane. Très certainement, il y a des corrections qui doivent être apportées au niveau de la douane parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des gens qui continuent et qui disent que des fois, ils sont l'objet de surtaxation. En fait, on ne parle pas de question, c'est que le privé a plein un pile tout. Au niveau de la douane. Mais je comprends comme ministre des Finances, chaque fois qu'il y a des problèmes à être identifiés, il faut qu'il y ait des réflexions, il faut qu'on se mette ensemble pour essayer de voir comment adresser ces problèmes. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans le sens de l'amélioration des relations entre la douane et ses clients que représentent les importateurs. Donc, on a quelques pépins à résoudre, notamment au niveau du fret. Donc là, on a parlé de langage qui est vraiment technique. Là, on a parlé de fret, c'est ça qui couvre, par exemple, le transport des marchandises, assurance pour le transport des marchandises. Donc, c'est beaucoup plus sur cet aspect que les plaintes là, ou les doléances, ou les préoccupations des importateurs viennent. Donc, on est en train de travailler avec la douane. Donc, je pense que dans les premiers jours de l'année 2024, donc on va se mettre ensemble, le secteur privé, le ministère des Finances et la douane, pour essayer d'adresser ces problèmes. Donc, il y aura des discussions sérieuses pour que nous puissions oui. Parce qu'après tout, si la douane a pédé comme ça, et c'est d'abus, même plein, le consommateur final en fait les frais. Oui. Ça a bon inflation dans l'économie. Donc, nous connaissons ça, c'est pour éviter tout ce qui peut nuire, je dirais, à l'harmonie qui doit régner entre les différentes composantes de la société. OK. Nous allons pour une deuxième pause et nous entrons déjà dans la partie finance publique là, qui est censée partie qui pourra regarder comment perspective et tout, comment le budget va l'exécuter, parce que nous entrons 23-24 là, donc c'est très important pour nous analyser avec le ministre. Nous proposons dans quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Le magazine économique et le rendez-vous économique, les tout premiers de l'année 2024, et comme d'habitude, nous avons le grand argentier de la nation, Michel Patrick Boisvert, qui est avec nous pour discuter de la situation. Nous regardons l'économie réelle là, nous regardons ce qui a passé dans la finance publique là. Nous sommes en partie entre eux, et particulièrement financement. Alors, dans les ressources, et DGI, la douane, avec une augmentation faite dans les autres ressources. Qui est-ce qui va monter ça 200 millions de gouttes? Je pense qu'il y a mieux. Même. 200 millions de gouttes de autres ressources domestiques. Autres ressources domestiques. Bon, en général, cette ligne-là, c'est une ligne qui reçoit, je dirais, des champs qui ne sont pas classés parmi les grands champs. Donc, c'est pourquoi on met ça au niveau de hautes ressources. Et un autre aspect qu'on peut retenir, c'est qu'il y a le financement qui est apporté par les organismes autonomes. Dans la lettre de cadrage, il faut un pile promesse. Est-ce qu'il a concrétisé et est-ce qu'on a pour un shift? Parce que le dire, c'est bien, mais on se dit là, les organismes autonomes, comment pour faire que l'organisation soit vraiment capable de plus contribuer et même qu'on y a pour diminuer sur certains impôts, on a dit indirect. Donc, par rapport à ça, c'est une préoccupation et pour le gouvernement. C'est pourquoi, vous voyez, on a fait mention
le Premier ministre en a fait mention dans la lettre de cadrage. Parce que c'est la population demande des comptes sur la façon dont ces organismes sont gérés. Donc il y a des engagements forts qui sont pris. Donc c'est pour essayer de graduellement conduire ces entités vers la transparence, c'est-à-dire expliquer à la population ce qu'ils sont en train de conduire, leurs revenus, ce que cela représente. Donc avec l'entrée de ce gouvernement, on a réveillé l'ensemble des conseils d'administration de ces organismes autonomes qui jusque-là ne fonctionnaient pas. Qui travaille qu'on fait dans le conseil d'administration? Est-ce que ces ministres des Finances ont déjà un paquet de problèmes à gérer après que pour la réunion à droite, réunion à gauche, nous connaissons les ministres des Finances pas capables de faire ça? Comme l'un des plus sollicités, nous sommes capables de dire dans le conseil d'administration. Oui, on fait des efforts pour y participer, mais des fois, le cadre légal donne provision pour qu'un ministre se fasse représenter. Okay. Donc, des fois, je me fais représenter. Mais il y a des organismes autonomes, et là où il y a vraiment, je dirais, des attentes en termes d'information venant du public, venant de nos partenaires. Donc, publication des états financiers, audit interne, audit externe. Le ministre là, me pense que, et là encore, vous avez dû faire représenter. Une série d'anciens cadres qui honnêtes que nous connaissons, qui étaient dans l'État, qui sont obligés de quitter. Parfois, on n'a pas un bon salaire. Est-ce que nous ne sommes pas capables de récupérer les gens, mettre dans des conseils d'administration, pour que nous ne pas quitter le directeur pour compte lui, pour prendre des décisions? Là, la partie ressources domestiques, la ministre, me pense que le troisième bloc, ça faut travailler sur lui, puisque nous promettons dans l'aide de cadre. Ce que vous dites là est très important. Après le tout, il y a les lois organiques, parce que dans les différentes feuilles de route que le Premier ministre lui a adressées à chacun des ministres de ce gouvernement, donc, point qui est retenu, c'est que non seulement il y a un conseil d'administration qui doit être fait, il doit réveiller, mais il faut qu'il y ait, je dirais, de la transparence, de la publication. Et au niveau du ministère des Finances, nous avons un pile d'entités sous tutelle. Et pour me citer, nous avons APN, nous avons OAVCT. Donc, malheureusement, toutes les institutions, n'ont toutes pas joui de même situation en termes de santé financière. Ça. Donc, l'APN, je peux dire, contribue dans le financement du trésor public. Et à une hauteur, je dirais, pas trop négligeable. Donc, 6-7 APN. Oui. Pour encourager ça comme résultat. Donc, il y a des institutions, si nous prenons par exemple EDH, c'est une entité normalement qui devrait tirer de l'argent. Si nous prenons, il y a des entités comme AN, l'OFNAC, ces entités aussi devraient contribuer, le CONATEL, mais par rapport à la longue période de crise que le pays vient de connaître et qui continue à fragiliser ce que nous avons comme infrastructure, ces institutions-là, momentanément, se retrouvent en difficulté, mais n'empêche qu'on continue à tenir les conseils d'administration. Je peux citer un exemple, le cas du FAES, qui hier encore n'inspirait pas trop confiance. Mais avec la prise en charge qui est faite au niveau du FAES, nous sommes capables, même but de récompenser. Un prix international. Un prix international. Oui. C'est pour nous projeter ça et pour l'autre capable de gagner. Oui, parce qu'il faut faire la différence entre les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Parce que si on augmente les recettes non fiscales, ça va permettre de faire une série de monde. Nous break son pays gain. Tant de monde pauvre, extrêmement pauvre, et qui a payé taxes parfois dans TCA. Donc comment analyser tout ça, ce serait quelque chose. Et le ministre Mdaré, mais que l'aide de cadre, je vais attirer l'attention que nous avons analysé les résultats et en tant que conseil d'administration solide, les performances, résultats, publier information, c'est extrêmement intéressant. Donc, juste un point avant que les lois organiques, des fois, pas de prévoir. C'est pourquoi nous gagnons tout dans la feuille de route. Là où la conjoncture voudrait qu'il y ait mise à jour dans les lois organiques, on va le faire. Parce que là, il faut que nous assurions que nous respectons la loi. Mais là, on sait qu'il y a vraiment trop de latitude à être donné aux directeurs généraux, des fois qui évoluent sans le contrôle du conseil d'administration. Mais on va y arriver. C'est le management et management moderne demandé que le conseil d'administration qui pourra rendre des comptes. Et on regarde en bas le financement, on va le financement international de qui est particulièrement?
Donc, pour cette année, on table à recevoir du financement venant de l'Union européenne. Il y a financé directement? Par appui budgétaire? Non, on parle d'appui budgétaire. Okay. Non, mais sinon, il y a de la constance dans le financement de ces partenaires techniques et financiers. Je fais allusion à la BID, à l'Union européenne, à la Banque mondiale. Ces institutions-là interviennent dans le financement des projets. Okay. Donc, par le biais des dons qu'elles font à Haïti. Donc, ça va continuer, c'est dans le programme d'investissement de l'État. Okay. Mais par contre, au niveau des ressources, l'autre partie, c'est l'appui budgétaire. Nous pensons, nous toujours inscrits un certain montant qui viendra au titre d'appui budgétaire qui proviendra de l'Union européenne, de la Banque mondiale. Moi, on porte 33,9 milliards de gouttes de trésor public. Nous avons 1,5 milliard de gouttes qui jusqu'à présent pas de fini depuis après le tremblement de terre. Fonds monétaire 12 milliards, ça c'est food. Oui, c'est le Food Shock Window. Autre financement interne 4,5, dont 65,6. Et dette externe, qui s'en a gagné? Taïwan fini? Non, on continue à payer, à rembourser à Taïwan. Non, avant le remboursement, le financement cette année, financement externe. Financement externe, non, c'est fini. À partir de dette. Avec Taïwan, non, avec Taïwan, c'est fini. Mais moi, j'ai parti quand même de COB Cap Vini dans le financement externe. C'est un bailleur Cap Baili? Dans le financement externe, dans le budget, nous gagnons un résidu qui est du côté de Taïwan, parce que Taïwan gagne deux. Okay. Il y a eu un premier prêt, plus le prêt de 150 millions qui a été fait pour finaliser, pour construire les lignes électriques. Okay. Donc, dans ce sens, il y a un parti qui peut qu'on finisse décaisser, parce qu'à cause des perturbations liées au mouvement des gangs, donc il y a une partie de ce projet qui n'a pas encore été finalisée. Donc, c'est ce résidu qui est inscrit. OK. Financement interne, 12 milliards de gouttes, bon du trésor? Et oui, c'est inscrit 12 milliards de gouttes. Donc, en net. Est-ce que le mécanisme que ouvert pas simplement à système financier, est-ce que des individus peuvent acheter des bons? Alors, bien entendu, on est en train de finaliser le mécanisme avec la Banque centrale. Okay. Donc, il y a des dispositions qui sont prises. Pas plus tard que cette semaine, j'ai eu des réunions avec le Trésor. C'est pour voir comment, dans les premiers jours de janvier, comment prendre les dispositions pour essayer de matérialiser, parce que nous avons bien dit, l'engagement est pris pour que les bons du Trésor puissent être accessibles à tous les agents économiques. Donc, des ménages qui veulent acheter, mais l'entreprise qui gagne une liquidité que tu as pour... Quel que soit, ça va être ouvert. L'effectif cette année? Cette année, oui. Okay. Des dispositions sont déjà prises, donc on va continuer. Donc, ça a pris un peu plus de temps que prévu. C'est le problème qui est dans la Banque centrale, dans le niveau système informatique là. À des taux d'intérêt intéressants qui sont capables d'attirer des investisseurs? Oui, c'est intéressant. Okay. C'est intéressant. On traverse la dépense là. Et dépenses personnelles, 82 milliards de gouttes. Dépenses biens et services, 54 milliards de gouttes. Là, je toujours critiquer le ministère des Finances sous budget, mais si pas bonne gestion tout qui fait dans l'organisation, dans le ministère, nous-mêmes, nous là pour nous exécuter, parce que si nous entrons 192 milliards de gouttes, après m'a regardé 82 plus 54, bon parti dans comme là. S'il n'y a pas de productivité à tout, les chiffres indiquent que y a l'amélioration dans la gestion également. Parce que pour qu'ils soient mettés seulement 34 milliards de gouttes dans le trésor public, là, c'est parce qu'on a un paquet qu'on peut faire dans les dépenses courantes. Donc il faut que le grand public là et les acteurs des ministères comprennent qu'il faut donner les services, mais pour donner les services, la gestion, d'abord, pas même gestion financière, non, la gestion des ressources humaines, la gestion du personnel, c'est un élément fondamental, matériel. Donc, on a fait des efforts considérables, sinon, année après année, dans les différents budgets qu'on a eu à préparer, après, les dépenses courantes diminuent. Et là, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Nous prenons par exemple, là, il y a eu ce moratoire et que le Premier ministre a fait circuler sur les mouvements, les nominations dans la fonction publique. Donc, c'est dire que un ministre pas qu'à apparaître, tant qu'on peut le dire, il a quitté et puis il a quitté avec un paquet de monde. Donc, certes, on a fait des nominations, il y a eu des mouvements, parce que là, il faut
qu'il y ait de nouvelles promotions de policiers. C'est également le cas pour l'armée d'Haïti. Et puis, nous, ouais, il y a toujours un peu de marge pour l'éducation nationale. Mais pour cette année, même quand vous voyez, il y a constance, c'est-à-dire stabilité au niveau des dépenses et de salaire, c'est parce qu'il y a cette marge à être créée de manière à ce que les institutions, les entités de l'État puissent recommencer à se pourvoir en personnel qualifié. Parce que nous connaissons, international là, rafler un paquet dans cadre, un paquet de ministères qui ne peuvent pas fonctionner à cause de problèmes ça. Donc, ça c'est pour l'aspect salaire. Pour l'autre aspect qui concerne les dépenses de biens et services, eh bien là, il y a des efforts qui sont faits pour essayer de contenir ces dépenses, pour améliorer la qualité de ces dépenses. Donc, Noël, ça fait des années, deux années consécutives, depuis que c'est le ministre des Finances qui autorise les dépenses. Mais pour cette année, étant donné qu'il y a une certaine amélioration, nous pensons que le signal qui est lancé est bien compris. Donc, à partir du deuxième trimestre de l'exercice 23-24, les ordonnateurs, c'est-à-dire les ministres qui sont responsables, les directeurs généraux, pourront continuer à gérer leur budget sans intervention du ministre de l'Économie et des Finances, qui, dans les 2 années qui viennent de s'écouler, pendant ces 2 dernières années, il a fallu obtenir l'autorisation du ministre des Finances. Donc, c'est pourquoi on a pu contenir les dépenses et vous avez pu vous en rendre compte. Même le niveau de financement monétaire inscrit dans le budget, on n'a pas eu à l'atteindre. Donc, l'année dernière, c'était combien? C'était 42? L'année dernière, non. On a terminé l'année jusque-là, avant qu'il y ait la conciliation finale, on est autour de 26, contre 33. Donc, en bas prévision. Oui, on tablait sur 33 de financement monétaire. Cette année, c'est 20. Cette année, c'est 26. 26. Et c'est une capacité le plus bas toujours? Et bon, bien entendu, on voudrait bien, parce que pour nous autres, c'est indispensable pour nous de revenir à la croissance. Donc, c'est pourquoi nous autres, nous voudrions beaucoup plus orienter les dépenses de l'État vers des dépenses de capital. Parce que c'est indispensable pour la croissance. Lorsque l'homme modèle moins scope, il dit le taux de change là, à un niveau beaucoup plus intéressant, comme nous connaissons un thermomètre qui dérange un peu sur le plan politique. Comment 3 premiers mois, comment c'est là? Bon, pour 3 premiers mois, nous sommes capables de dire c'est du point de vue de rentrée, c'est à la satisfaction du ministère de l'Économie et des Finances, à la satisfaction du pays. Et nous sommes capables, les efforts qui sont faits au niveau de l'administration générale des douanes sont louables. Parce que là, au moment où nous parlons, les employés de l'État, les agents publics sont en train de recevoir le salaire du mois de décembre. Le boni a été payé au moins une semaine avant Noël. Donc là, on est en train de payer le mois de décembre et on va finaliser le payroll avant le 31 décembre. Donc, c'est pour dire, quand il y a les rentrées qui sont à leur niveau et inscrits dans le budget, donc ça nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, on a de la marge et on sollicite de moins en moins la Banque centrale. Et la marge qui est créée va aider à booster les dépenses qui vont être effectuées dans le cadre d'investissements publics. Pour cette année, l'année dernière, on a eu un taux d'exécution de l'investissement public autour de 8% par rapport aux autres dépenses. Mais pour cette année, le Premier ministre a donné les instructions claires au ministère dépensier pour que les dépenses d'investissement puissent être réalisées de manière à ce que la croissance que tout le monde attend puisse devenir une réalité. Les chocs, qu'ils soient internes, qu'ils soient externes, dérangés, ne pas souhaiter que ça passe sous frontière du tout avec la République dominicaine et la réaction d'un peu agressive de la part des Dominicains, nous avons un impact que le gain sur l'inflation, alors que l'inflation a baissé. Parce que vous rappelez, on était à 49%, il a baissé à autour de 30%. Mais 3% que nous jouons en octobre, là, est-ce que nous avons retourné encore à taux d'inflation proche de 40% encore? Ça nous prévoit dans le ministère. Bon, au niveau du ministère des Finances, il faut le dire,
on travaille de concert avec le ministère du Commerce. Parce que le ministère du Commerce étant la porte d'entrée pour tous les gens qui veulent faire le commerce, le business en Haïti. Donc, on suit de près ce qui se passe. Il y a des réunions qui sont tenues entre le ministère des Finances et le ministère du Commerce. C'est pour voir comment adresser ce problème qu'on n'a pas créé. Donc, on est tributaire de la République dominicaine pour bon nombre de produits de consommation, même des produits pharmaceutiques. Donc, fruits et légumes et toutes ces choses-là nous arrivent par la frontière. Et je prends sur moi de vous dire que ces choses-là ne sont pas répertoriées au niveau de la douane. C'est-à-dire, ce ne sont pas des choses qui soient taxées par les autorités haïtiennes. Donc, il y a deux aspects qu'il faut voir. Donc, il y a une diminution de l'offre de ces biens pour répondre aux besoins de la population. Et puis, là, pour les produits qui arrivent à passer, il faut quand même compter des coûts de transaction. Donc, ce qui fait que ces biens arrivent en des volumes moins consistants, qui ne garantissent pas le même niveau d'offre qu'on avait avant la fermeture des frontières. Et puis, celles-là qui arrivent en Haïti, on les prend à des prix, je dirais, qui soient supérieurs par rapport à ce qu'on a eu en situation normale. Donc là, maintenant, avec la publication de l'IHSI, on a pu voir ce que cela coûte en termes de points d'inflation. Donc, si on prend le mois d'octobre par rapport à septembre, par rapport à août, donc on voit clairement la différence. Donc, et nous pensons que c'est imputable à la fermeture de la frontière. Et pour aller un peu plus loin dans les détails, donc là où l'inflation sur les produits que nous venons de mentionner, là où l'inflation est plus forte, c'est dans la région du Grand Nord. Donc là, je prends les 3 départements du Nord. Donc c'est là pour l'effet Martissa, c'est transporté sur l'effet Wanamet Kounia. Mais est-ce que c'est pas une occasion, parce que crise des opportunités, pour nous, ouais, mais qui sont capables de faire, parce qu'il y a des produits, mes amis, nous sommes capables de faire la campagne. Donc les entrepreneurs du Grand Nord devraient en profiter en quelque sorte, avec le support, bien sûr, des acteurs publics. Donc là, on est ouvert au niveau du ministère de l'Économie et des Finances pour réflexion, pour échange. Je dirais c'est avec tous les potentiels investisseurs, qu'ils soient du Grand Nord ou d'une autre région du pays. On est ouvert parce que le problème doit être adressé, comme vous venez de dire. Chaque crise amène ses opportunités. Donc nous pensons qu'il y a des opportunités à saisir. C'est vrai, et il y a peut-être moins d'armes et de munitions à traverser la frontière comme cela se faisait avant. Donc, mais nous pensons aussi qu'il y a moyen pour nous de, à partir des fonds qui peuvent être mobilisés pour desservir le ministère de l'Agriculture, essayer d'avoir, je dirais, des productions qui viennent substituer à ces produits-là que nous recevions jusque-là de la République dominicaine. Est-ce que l'économie réelle là marche moins bien que l'économie financière là? Parce que le Fonds monétaire a sorti un rapport, on est en discussion avec elle, le Fonds anglais a changé l'image par rapport, pas seulement à Haïti, au reste du monde, parce que le Fonds tel en Covid, il met l'argent, le Fonds il y a l'argent pour l'agriculture, ce n'est pas la réputation du Fonds en général, c'est toujours on coupe, on fait des restrictions. Qui ça ou même qui est en relation avec le Fonds monétaire, comment il y a aujourd'hui l'aspect macroéconomique? Aspect macroéconomique, parce qu'au fait, bon, nous comprenons, Haïti, c'est pratiquement un pays parmi les pays les moins avancés. Donc, à ce titre, nous, pour nous continuer à bénéficier de l'assistance des partenaires techniques et financiers d'Haïti, il faut qu'il y ait un accord entre les autorités haïtiennes et le Fonds monétaire international. Donc, nous en sommes déjà à 2 programmes avec le Fonds monétaire international que nous appelons les SMP, le Staff Monitoring Programme. Donc, nous avons un premier que nous avons fait avec en 9 juin 2022, qui était sur une durée de 12 mois. Et là, les résultats des revues qui ont été faites montrent clairement qu'il y a eu des progrès significatifs. Des résultats encourageants ont été obtenus. Donc, c'est pourquoi, tout de suite après, on a pu s'engager avec le fonds le 29 juin 2022 et 2023 sur un nouveau programme SMP. Et là, maintenant, par rapport à tout ce qu'on voudrait réaliser comme réforme
Parce que quand on voit de là où l'on sort et où est-ce qu'on en est maintenant, donc on a compris qu'il fallait continuer avec les réformes, prendre des gages, prendre des engagements avec l'international sur comment améliorer la gestion des finances publiques, comment continuer à lutter contre la corruption et prendre des dispositions pour essayer de combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc avec le fonds, on s'est engagé sur un certain nombre de réformes et inscrites dans le cadre du SMB que je viens de mentionner. Et aussi, on vient tout juste de demander au fonds le temps pour nous de consolider ces acquis, d'étendre le programme sur 6 mois supplémentaires. Donc, c'est-à-dire, on est là avec un programme sur le fonds, avec le Fonds monétaire international qui nous conduira jusqu'à la fin du mois de septembre 2024. Okay. Donc, vous voyez, donc d'ici là, on aura du temps pour consolider ce qu'on a pu obtenir en termes de résultats. 2 points pour nous finir. Le marché pétrolier, il peut empêcher de dormir aussi parce que la mer Rouge là, où on a un problème Israël-Gaza, je dis dans toute zone, il y a une difficulté pour sortir pétrole parce qu'il y a tiré sur le bateau. Si le prix baril pétrole la montée. Donc, dans le cadre des réformes, c'est une question très, très bienvenue, ça tombe à point nommé, parce que là, on est en train de finaliser, et je dirais, un document qui viendrait servir de cadre, de nouveau cadre pour les produits pétroliers. Parce que là, on a bien compris la leçon. Donc, dès qu'il y a problème au niveau international, et la répercussion, sans attendre, se fera sentir en Haïti. Donc, pour les produits pétroliers, avec tout ce qui se passe au niveau du proche du Moyen-Orient, donc on est très attentif à ça. Et je peux dire jusque-là, on n'a pas encore ressenti les effets en termes de prix et de valeur FOB des produits pétroliers. Mais là où il y a déjà du surchauffe, c'est au niveau du fret. C'est-à-dire quand il y a le pétrole, il y a le prix qui nous est fourni sous forme d'indice auquel il faut s'ajouter le fret. Pour déplacer le produit. Eh bien voilà. Et pour le fret, on constate que de plus en plus, ça va. La pression qu'il y a. Oui. Quel ensemble de réformes qu'on mettez là? Donc là, au niveau de l'État haïtien, c'est beaucoup de réformes dans les finances publiques. Donc, ce n'est pas sûr que je vais tout énumérer, mais je vais vous en citer les principales. Donc, il y a le compte unique du Trésor que vous avez mentionné. Donc, et pas encore le compte unique, vous avez mentionné les bons du Trésor. Il y a les bons du Trésor. On est en train de faciliter l'accès aux différents agents économiques. Donc, il y a le compte unique du Trésor. Ça fait longtemps qu'on y travaille. Donc là, maintenant, on est sur le point de finaliser. C'est-à-dire de manière à ce que l'ensemble des ressources de l'État puissent être comptabilisées au niveau du compte unique du Trésor. Ce qui donnera à l'État un peu plus de visibilité, parce que là, on sait qu'au niveau des différentes entités de l'État, il y a des fonds qui sommeillent. Alors que quand l'État a besoin d'argent, l'État est obligé d'aller s'approvisionner ou bien auprès de la Banque centrale, ou bien auprès des institutions financières sous forme de bons du Trésor, alors qu'il y a de l'argent de l'État qui sommeille. Donc, c'est pourquoi le compte unique du Trésor, c'est pour nous un élément important. Un autre élément à signaler, donc, il y a le travail qui est réalisé par la Cour supérieure des comptes et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et la CNMP, la Commission nationale de passation de marché. Hier encore, on pouvait compter sur le doigt de la main. Sur les doigts de la main, le nombre de marchés à être passé sur une année. Mais là maintenant, toutes les entités étatiques doivent avoir un plan de passation de marché. Et ce plan doit être communiqué avant le début de l'année à la CNMP. Et ça a été fait pour cet exercice fiscal? Non, mais c'est fait depuis l'année dernière. Okay. Et nous travaillons avec la CNMP pour voir si on peut publier. Exactement. De manière à ce que la population puisse se rendre compte de par elle-même des progrès qui sont réalisés. Maintenant, tous les contrats passent par la CNMP
Et les contrats sont ensuite envoyés, transmis à la Cour supérieure des comptes pour avis. Donc, c'est des progrès énormes que nous sommes en train de réaliser. Et pour aller dans les détails, dans ces contrats, il faut qu'il y ait les noms des bénéficiaires effectifs. Donc, vous voyez, c'est une révolution par rapport à ce qu'on a eu dans le temps. Donc, c'est ça comme progrès. Donc, il y a les différents documents qui ont été adoptés. Je parle du Code général des impôts. Le Code général des impôts qui viendra aider à simplifier. Donc, il faudra renforcer toute la chaîne. Oui. Tous les maillons, pas seulement le budget à la sous le ministère des Finances, CNMP pour venir par la suite. Ensuite, on pourra joindre le Cour supérieure des comptes, ULCC, qui illustre l'année, ça n'a pas mauvais. Donc, oui. C'est tout acteur, ça va réveiller tête. C'est tout. Donc, on va avoir il y a des engagements forts qui sont pris pour qu'il y ait de la transparence, c'est-à-dire tout ce que nous autres, nous réalisons, nous devons communiquer là-dessus. Et communiquer, ce n'est pas communiquer pour faire de la propagande, mais c'est communiquer pour que les agents économiques puissent, chacun de son côté, puisse se rendre compte de l'utilisation qui est faite des fonds que eux autres, ils payent, ils donnent à l'État. Donc, c'est là un ensemble engagements très forts qui sont pris et là, qui doivent mettre en confiance la population. Parce que là, quand on voit la perception qu'il y a, c'est que l'État est là, l'État ne fait rien. Mais je vous dis, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place au niveau de la réforme des finances publiques et que les fruits apparaîtront très certainement dans les mois et les années à venir. Peut-être que on ne sera plus moi-même je ne serai plus en poste, mais on aura déjà mis des dispositions qui puissent servir de cadre ou de base pour les autres autorités qui viendront et qui trouveront des finances publiques en de meilleures conditions qu'elles ne l'étaient il y a de cela quelques années. 3 mois après le début de l'exercice fiscal, est-ce que vous êtes toujours même prévision, 0,7% de croissance pour l'exercice? Oui, on reste confiant et on pense qu'il y a moyen, si toutes les dispositions sont prises, comme j'ai mentionné, le Premier ministre a pris l'engagement que cette année, il y aura les investissements publics à être réalisés au niveau des départements et de la zone sud. Donc, il y aura des investissements à être réalisés dans le Grand Nord, et puis sans compter les chantiers qui sont dans la zone métropolitaine et qui vont nécessiter des débours sous forme d'investissement public. Et nous travaillons jour après jour pour qu'il y ait une amélioration, non seulement au niveau de la gouvernance en général, mais c'est une amélioration et en termes de gestion des finances publiques. Quand je dis amélioration au niveau de gestion des finances publiques, c'est lourd pour nous. Parce que là, au lieu de dépenser et de mal dépenser, nous prenons le temps qu'il faut pour que chaque centime qui va être dépensé le soit dans le sens, en respectant, je dirais, le cadre normatif, en respectant les lois, en respectant les engagements qui sont pris et de manière à ce que ces investissements ou ces dépenses puissent contribuer à ce retour à la croissance que nous espérons. Merci bien, M. le Grand Argentier, d'avoir répondu à l'invitation. Là, je vous dire que la CEPAL est beaucoup plus optimiste. Elle prévoit 1% de croissance. Donc, vous aurez à combler cet écart. Merci et bonne année 2024. Merci et Kessner, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, comme je l'ai dit tout au début, parce que là, pour nous, il s'agit d'un engagement. Un engagement pour expliquer à la population ce que nous sommes en train de réaliser au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Donc, comme j'ai eu à le mentionner tout au début, cette année, il y a une attention particulière pour les déplacés. On sait qu'il y a des écoles qui sont occupées. Juste avant de venir là, il y a des dispositions qui sont prises de manière à ce que ces gens puissent être accompagnés par le gouvernement
de manière à ce que les écoles puissent être libérées pour que les élèves, les enfants puissent retrouver et recouvrer les bancs d'école. Donc, pour finir, je voudrais souhaiter à toutes et à tous une année 2024 différente de 2023, c'est-à-dire une année qui amènera de l'espoir pour chaque Haïtien en particulier. Merci. Merci bien. Notre prochain rendez-vous, c'est pour le 2 janvier, le nouveau gouverneur de la Banque centrale, M. Ronald Gabriel. Merci.